Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'utilise un média différent pour communiquer avec vous. Donc au lieu d'écrire directement sur le blog, j'ai décidé d'utiliser la vidéo comme moyen de communication et bien sûr une présentation PowerPoint. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer ou de décortiquer un peu la fameuse méthode du 7-7-7 ou du 21. Donc à se demander est-ce que ce type d'entraînement-là est efficace ou si c'est une perte de temps. Donc la méthode du 7-7-7, ça consiste à quoi? Eh bien, on utilise des répétitions partielles. Donc habituellement, ce qu'on va faire, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, on va compléter 7 répétitions sur la première moitié du mouvement et ensuite 7 répétitions sur la seconde portion de mouvement et on va terminer avec 7 répétitions sur la pleine amplitude du mouvement, donc compléter 21 répétitions mais avec des amplitudes partielles et une série d'amplitudes complètes. Qu'est-ce que ça fait le 7-7-7? Eh bien, quand on fouille rapidement sur Internet, on voit que la plupart des commentaires ou des écrits là-dessus vont faire mention d'une méthode utilisée principalement pour l'hypertrophie, donc vraiment stimuler la croissance musculaire. On parle dans quelques rares cas d'une augmentation du temps sous tension, donc ça veut dire qu'on prolonge le temps de travail et le temps d'effort. Et on soutient que ça va favoriser le recrutement musculaire pour optimiser le développement. Donc habituellement, c'est presque exclusivement utilisé pour les biceps. Donc c'est très très rare qu'on en entend parler pour d'autres parties, d'autres groupes musculaires. C'est pas à exclure, donc c'est faisable le temps qu'il y a un minimum d'amplitude de mouvement qui est possible. Donc j'imagine difficilement faire ce type de méthode d'entraînement-là pour les mollets par exemple, où ça risque d'être beaucoup plus difficile d'avoir des amplitudes restreintes, donc de contrôler les petites fractions qu'on va avoir. Donc, on priorise habituellement des exercices où on peut avoir une très grande amplitude. Qu'est-ce que ça fait réellement? Donc, il faut savoir qu'il y a très peu de données scientifiques là-dessus. On n'a pas énormément d'informations. Ce qu'on peut observer par contre dans la pratique, c'est qu'effectivement, le temps sous tension va être plus long. C'est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'on se trouve à faire 21 répétitions au lieu par exemple d'un classique 12, donc c'est bien évident que le temps sous tension du muscle va être prolongé comparativement à une série de 10 ou 12 répétitions. Ce qu'on observe aussi par contre, c'est que versus les séries standards, on va avoir une diminution de charge. Donc les gens ne sont pas en mesure de déplacer la même charge sur leurs 3 séries de 7 dans le fond qu'ils le feraient sur une série de 12 par exemple. Donc la charge est légèrement plus légère et afin d'être capable de maintenir le travail tout au long des 7-7-7. Quand on fait les calculs par la suite, chose que je me suis amusé à faire, on se rend compte également que le travail total va être diminué par rapport à une série traditionnelle. Donc ça va être très très important, surtout lorsqu'on va parler de développement musculaire. Donc je vais revenir avec les calculs par la suite. Petit point important, ça peut agir comme préactivation ou post-fatigue selon la charge utilisée. Donc dépendamment de comment on va travailler avec la méthode 7-7-7, on va être en mesure soit de préparer à un travail subséquent plus important ou à venir finir, donc augmenter le niveau de sollicitation ou travailler en augmentant la fatigue suite à une série centrale. Je vais m'expliquer un petit peu plus loin là-dessus. Donc allons-y avec les calculs. On va comparer la méthode 7-7-7 avec une série de 12 répétitions très classique. Alors pour notre méthode 7-7-7, pour les premières 7 répétitions, l'amplitude de mouvement que j'ai mesurée était de 34 cm. La charge déplacée était de 11 kg pour un travail réalisé de 531 joules. Le temps sous tension était approximativement de 14 secondes. Les deuxièmes 7 répétitions, donc sur la deuxième moitié du mouvement, donc la moitié supérieure, on avait une amplitude de 36 cm, une charge toujours de 11 kg. Le travail réalisé, étant donné l'amplitude un peu plus importante, le travail suit avec 562 joules. Le temps sous tension était pratiquement identique à 14 secondes. Maintenant, pour les dernières 7 répétitions à pleine amplitude, on avait une amplitude de 70 cm, une charge de 11 kg.
Le travail réalisé était à 1058 joules. Le temps sous tension était plus long, prenait plus de temps pour parcourir l'ensemble de la distance. On parle d'un 28 secondes. Travail total, 2150 joules. Et ce n'est pas des kilojoules, c'est bien des joules. Et le temps sous tension total, presque une minute. Maintenant, avec une série de 12, on a une amplitude de 70 cm, pleine amplitude. La charge était plus importante, 16 kg. Le travail réalisé, 2637 joules. Donc, la charge plus importante, l'amplitude plus importante venait compenser pour le nombre de répétitions qui était moins important. Le temps sous tension, légèrement inférieur à la minute, donc 48 secondes pour le travail. Donc, lorsqu'on compare nos deux méthodes d'entraînement, on se rend compte qu'effectivement, la méthode du 7-7-7 vient prolonger le temps sous tension, sauf que ça va se faire au détriment du travail total, et le travail total est un déterminant important du gain de masse musculaire. Donc, si on fait la méthode 7-7-7 comme c'est souvent véhiculé, c'est-à-dire qu'on conserve la même charge pour la première fraction, le premier set, et pour le deuxième set, et pour le troisième set, donc c'est-à-dire qu'on va conserver tout au long du mouvement le même dumbbell ou le même barbell, à ce moment-là, ça peut se trouver à être un peu moins avantageux qu'une simple série de 12 en termes de travail. Par contre, on peut adapter cette méthode-là puis sortir, je dis adapter, mais dans le fond, c'est peut-être la façon à laquelle on devrait la faire ou une des façons. On peut utiliser cette méthode-là pour faire de la préactivation. Parce qu'un des avantages qu'on va avoir, c'est de solliciter selon des patrons nerveux différents, étant donné qu'on travaille sur des amplitudes différentes. Donc, on va avoir un recrutement neuromusculaire qui ne sera pas tout à fait identique. Donc, on peut mettre ça à notre avantage en faisant une préactivation. Donc, comment faire une préactivation en utilisant la méthode du 7-7-7? On va chercher à utiliser une charge sous-maximale pour les séries à demi-répétition. Donc, c'est-à-dire que nos demi vont servir à exciter le système nerveux pour nous permettre de réaliser un travail subséquent plus important que si on faisait une série standard, par exemple, en continu pour 12 répétitions. Donc, on va faire nos 7 premières répétitions avec une charge qui en permettrait, par exemple, 12 RM. Ensuite, on complète ça, les 7 répétitions pour nos premières demi, nos deuxièmes demi. Et ensuite, lorsqu'on travaille à pleine amplitude, on va chercher à augmenter la charge. Donc, on devrait faire vraiment un 7 RM, et ce 7 RM-là devrait être plus performant qu'à l'habitude. Sinon, c'est possible qu'on n'ait pas fait une préactivation ou qu'on ait fait une pré-fatigue, donc la charge est probablement trop importante lors de nos premières moitiés de mouvement. Donc, il faudrait diminuer la charge, songer peut-être à utiliser un 15 RM ou même un 20 RM. Donc, théoriquement, si c'est bien exécuté, la préactivation sur les 7 premières répétitions à demi-amplitude et les deuxièmes 7 répétitions sur l'autre moitié du mouvement devrait permettre de préactiver le muscle, d'avoir un meilleur recrutement neuromusculaire, étant donné que, il y a plusieurs facteurs. Il y a la transmission de l'influx nerveux qui devrait être favorisée, le calcium qui va être utilisé pour les contractions musculaires aussi, qui va être mis en circulation ou qui va être plus abondant au niveau des fibres musculaires, et donc ça va favoriser leur activation et leur implication dans le mouvement. Donc, ce cumul d'éléments-là va faire en sorte que si tout se passe bien, on devrait être capable d'avoir une charge plus lourde que d'habitude sur nos 7 répétitions à pleine amplitude. Donc ça devrait être bénéfique parce que ça devrait nous permettre d'exécuter plus de travail et par le fait même de recruter une plus grande quantité de fibres musculaires. L'autre façon, c'est en post-fatigue. C'est peut-être la façon que j'aime un petit peu plus, donc je garde le meilleur pour la fin. Donc cette méthode-là, ce qu'on fait, c'est que nos fractions de mouvement, nos demi-répétitions si on veut, on va chercher à travailler avec une charge maximale. Donc on va mettre une charge lourde pour nos 7 répétitions en première moitié de mouvement. On va essayer de conserver la même charge ou peut-être même augmenter pour nos 7 répétitions qui vont être effectuées sur la deuxième moitié du mouvement. Pourquoi? Tout simplement parce que d'un point de vue biomécanique, réaliser les 7 répétitions sur la deuxième moitié du mouvement sont un petit peu plus faciles car le bras de résistance est un petit peu plus court. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait se préparer 3 sets d'haltères, donc 3 sets de dumbbells. Un premier set qu'on va utiliser pour la première fraction du mouvement. Donc on complète 7 répétitions avec cette charge-là.
Ensuite, une charge un peu plus lourde. On complète 7 répétitions sur la deuxième moitié du mouvement. Et ensuite de ça, on va diminuer la charge pour travailler à pleine amplitude. Donc là, ici, j'estime peut-être de prendre une charge à 10 RM en temps normal, donc en absence de fatigue. Et là, on va compléter 7 répétitions. Puis, pourquoi s'arrêter à 7? On pourrait en faire quelques-unes de plus, justement pour chercher à travailler sur la pleine amplitude en état de fatigue. Donc, vraiment solliciter ce qui reste du muscle. Donc, aller jusqu'à l'épuisement, ou comme on dit en anglais, up to failure. On suppose que cette méthode-là, faite de cette façon-là, ça pourrait être plus efficace pour l'hypertrophie parce que ça offre un compromis très intéressant sur papier entre le recrutement musculaire, la fatigue, la tension mécanique et le temps sous tension. Donc, c'est un cocktail qui, en apparence, semble excessivement profitable et prometteur. Donc, j'aurais tendance à utiliser beaucoup plus cette méthode-là pour les gens qui vont chercher à gagner en hypertrophie, alors que la méthode de pré-fatigue, de préactivation, j'irais beaucoup plus l'utiliser pour augmenter la force musculaire. Ça serait probablement plus profitable. Les erreurs à éviter lorsqu'on utilise cette méthode-là, dans un premier temps, les gens vont absolument chercher à faire un total de 21 répétitions. Donc, ils vont avoir tendance à couper beaucoup trop sur la charge. Et à ce moment-là, on se trouve à avoir un recrutement qui est un petit peu moins efficace. Deuxième erreur, qui découle directement de la première très souvent, c'est qu'on utilise la même charge pour chaque fraction de mouvement. Donc, pour les premiers 7, ça va être la même charge que pour la deuxième série de 7 et la troisième. Et à ce moment-là, ça ne respecte pas tout à fait des principes biomécaniques et des principes neuromusculaires. Donc, il faudrait chercher fort probablement à travailler avec des charges différentes pour les différentes parties du mouvement et de la méthode. Aussi, grave erreur, ne pas utiliser les RM ou les pourcentages de force max mesurés. Donc, pas effectuer de test de force pour déterminer quelle charge on devrait utiliser pour exécuter le nombre de répétitions. Quand on ne fait pas ça, on travaille à tâtons. Et là, comme on travaille à tâtons sur des amplitudes qui sont fractionnées, sur des mouvements des fois qui vont être faits en état de fatigue, ça devient excessivement difficile de bien déterminer les choses. Donc, il faut partir à la base avec une bonne mesure de la force pour être en mesure ensuite de bien calculer les charges à utiliser. Et après ça, on peut fonctionner par essai-erreur parce qu'on va être déjà pas mal plus proche que si on y allait à tâtons en déterminant une charge de façon aléatoire. Dernier point, utiliser la méthode uniquement pour les biceps. Donc, je trouve ça dommage. Moi, je considère que cette méthode-là, probablement sur un exercice de squat ou de développé sur appareil pour les membres inférieurs, donc un leg press, je pense que ça peut être dangereusement intéressant. Solliciter les membres inférieurs de façon redoutable en travaillant avec des amplitudes restreintes et une pleine amplitude. Donc, quand je pense au post-fatigue sur un squat, ça peut être un travail excessivement exigeant. Et pour les gens qui ont de la difficulté à développer les membres inférieurs et à hypertrophier tant des cuisses que des fessiers, ça peut être une méthode redoutable pour sortir d'un plateau et stimuler un peu les gains en masse musculaire. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette première tentative de communication vidéo. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais continuer à utiliser, on va voir. C'est une tentative. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié. Je suis très ouvert à la critique, donc à savoir s'il y a des choses à améliorer ou non. S'il vous plaît, évitez de critiquer sur la couleur du PowerPoint. C'est des détails, mais si jamais vous avez des suggestions, je suis bien ouvert là-dessus. Donc, probablement qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec un article traditionnel à la bonne vieille écriture. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine.